Je souhaiterais vous exposer, donc c'est maintenant le tour du professeur Gérard Lévy, je crois, sur la mortalité maternelle. Je voudrais repréciser que le professeur Gérard Lévy a été le créateur du comité pour la mortalité maternelle, sur la mortalité maternelle au ministère de la Santé. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît la question, c'est bien notre Gérard. À vous, monsieur le professeur. Vous pouvez m'expliquer, je n'ai pas compris comment marche ce Quand il marche tout seul. Quand vous avez un petit son devant vous, faites pas comme Catherine, vous arrêtez de suite. Non, mais alors là, on part au bout de... Non, on va la remettre à On va zéro. vous remettre à 15 minutes. 15. Ah, d'accord. Donc l'exposé, c'est 15 minutes. Voilà. Ah oui, c'est court. Il est bavard, il est bavard. Pour passer les slides, Ok. Monsieur le Président, messieurs les modérateurs et chers amis, messieurs, je ne peux pas dire messieurs, mesdames, la parité ne règne pas encore au sein de l'Académie de chirurgie, à ce que je vois. Et le sujet d'aujourd'hui, je trouve ça quand même un peu curieux. Mais enfin, c'est en train de changer. Alors moi, j'ai partagé mon exposé en deux parties, donc je vais essayer d'être extrêmement bref, car le temps est court, et je voudrais le respecter. Alors la première partie, c'est vous donner quelques éléments, parce que je crois que c'est important, sur le Comité national d'experts de la mortalité maternelle, et la deuxième partie sur les hémorragies de la délivrance. Est-ce que tu préfères tenir le micro, Gérard? Est-ce que tu préfères, c'est dans le micro? Non, est-ce que tu préfères en tenir un à la main, peut-être? Non, ça me convient pas. Merci. Voilà. Alors, le Comité national d'experts de la mortalité maternelle a été créé en 1995, donc en France, on n'est pas parmi les précurseurs, vu qu'au Royaume-Uni, ça existe depuis plus de 50 ans. Donc, ce comité a été créé en 1995. On a défini ses objectifs, je ne les énumère pas, ça prendrait trop de temps. On a précisé sa composition, qui au départ comportait des membres de droit qui représentaient les différentes autorités de tutelle et des personnalités qualifiées qui comportaient des épidémiologistes, des gynécologues obstétriciens, des anesthésistes réanimateurs et une sage-femme. Il y a eu récemment une modification importante. Les épidémiologistes deviennent des personnalités qualifiées nommées par le directeur de Santé publique France. Je dis entre parenthèses à ce propos que désormais le Comité national d'experts de la mortalité maternelle est enfin institutionnalisé. Il a navigué au cours des années entre différentes autorités de tutelle avec plus ou moins de bonheur, et disons que c'est vraiment une heureuse nouvelle de le voir à l'heure actuelle, disons, fixé de manière définitive dans un organisme de santé publique. Alors, modification, les personnalités qualifiées sont désignées par un jury qui examine les titres et travaux des candidats. Avant, ils étaient proposés par les collèges ou les sociétés savantes. Et dans la composition actuelle, il y a 6 spécialistes en gynécologie obstétrique, 5 spécialistes en anesthésie-réanimation, un interniste, 2 sages-femmes, et encore une fois, les épidémiologistes sont nommés directement par Santé publique France, et donc son nombre de 3. L'un, c'est Catherine Deneuve qui est ici, ou l'une plutôt. Vous voyez que je suis perturbé par la dominance masculine. Donc l'une est Catherine Deneuve. Il y a une deuxième épidémiologiste qui représente justement Santé publique France, et une troisième qui représente le CPDC, c'est-à-dire l'organisme de l'INSERM, qui recueille et analyse les morts maternelles. Donc voilà pour la première partie, j'ai été le plus bref possible, et la deuxième partie va comporter les hémorragies de la délivrance, non pas sur leur aspect chirurgical comme le précisons les exposés ultérieurs, mais d'une manière générale, comme ça a déjà été dit, en partie par Catherine Deneuve, mais je vais y ajouter quelques éléments. Alors, premier élément qui doit quand même faire réfléchir, et même s'il y a des progrès, je reviendrai, ne pas se féliciter, disons, de ce qui a été fait, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, et il demeure qu'à l'heure actuelle, les morts maternelles par hémorragie
demeure en France la cause la plus fréquente de décès, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, et même dans d'autres pays européens. Élément de consolation, il y a une baisse significative de la mortalité dans le groupe où l'étiologie était une atonie utérine. Là, c'est la première fois, disons, qu'on noterait un progrès. Bon, mes considérations s'appuient sur le dernier rapport. Il y a un nouveau rapport que vous avez publié, mais là, c'est le dernier rapport de 2012. Alors, on disait tout à l'heure, et c'est tout à fait exact et c'est capital, que l'élément sur lequel il faut vraiment se pencher, c'est l'évitabilité. Parce que ces morts maternelles que l'on enregistre en nombre encore beaucoup trop important en France, dans 84% des cas sont évitables. C'est considérable. Alors comment s'explique cette évitabilité et que faudrait-il faire pour que justement cette évitabilité atteigne des chiffres beaucoup plus raisonnables, car comme ça a été dit tout à l'heure, ce qu'il convient, c'est pas espérer supprimer la mortalité maternelle par hémorragie, mais le but qu'il faut atteindre absolument, c'est de supprimer les morts maternelles qui seraient évitables. Alors, à quoi est dû, disons, ces facteurs qui seraient évitables? Alors, le premier facteur, c'est un retard à la prise en charge. Ça, on n'insistera jamais assez. Il faut le dire, le répéter, le souligner. Quelle que soit la prise en charge d'une hémorragie, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, le retard à la prise en charge est un facteur extrêmement important dont on ne tient pas suffisamment compte. Chaque quart d'heure perdu dans la prise en charge compromet davantage le pronostic. Le deuxième élément, ce sont les traitements inadaptés. Il y a eu des recommandations il y a déjà fort longtemps. Une première fois, je dirigeais, disons, le panel qui s'était occupé de ces premières recommandations. Il y en a eu d'autres depuis, plus pointues et plus affinées. Mais malheureusement, ces recommandations ne sont pas suivies de manière, disons, très disciplinée et suffisante. Le troisième élément, c'est le défaut d'anticipation. Alors on a dit, et c'est juste, que les hémorragies de la délivrance ne sont pas prévisibles. Il y a quand même un certain nombre de cas où l'étude soigneuse du dossier permettrait d'avoir une certaine anticipation sur ce qui se passe ultérieurement. Et j'ai mis analyse insuffisante des dossiers en amont, c'est également un facteur qui intervient dans l'évitabilité. Alors, un autre point extrêmement important, c'est la sous-estimation de la gravité de l'hémorragie. Catherine Deleu en a parlé. Il y a trop souvent une absence de quantification, que ce soit dans les accouchements par les voies naturelles ou que ce soit au cours des césariennes. Et de ce fait, les pertes sanguines sont jugées très souvent de manière anormale, c'est-à-dire qu'elles sont jugées trop peu importantes par rapport à ce qu'elles sont en réalité, et ceci aboutit par voie de conséquence à une réanimation insuffisante. Donc, mauvaise appréciation de l'importance de l'hémorragie entraîne une réanimation insuffisante, mais il faut dire que dans certains cas, la réanimation est insuffisante, même, disons, avec une appréciation correcte de l'hémorragie. Et alors, j'ai mis un dernier point, c'est la nécessité d'une cohésion de l'équipe. Ça, c'est capital. On dit toujours qu'en cas d'hémorragie de la délivrance, ça doit être le branle-bas-de-combat. Ça ne l'est pas toujours, d'une part. Et puis, d'autre part, il faut vraiment qu'il y ait un travail en harmonie entre les gynécologues obstétriciens, les anesthésistes réanimateurs, les sages-femmes, les infirmières anesthésistes. Bref, il faut que l'équipe soit préparée à travailler ensemble et à réagir ensemble de la manière optimale. Donc, si on veut essayer de conclure, que peut-on dire en conclusion? On peut dire en conclusion, et ça a été répété, c'est un événement rare. C'est un événement rare, et si je dis que c'est un événement rare, ça m'amène à une réflexion collatérale. Dans la mesure où c'est un événement rare, globalement, la mortalité maternelle, à l'heure actuelle, je ne parle pas des hémorragies, mais tourne autour de 8 pour 100 000 naissances. Donc, événement rare,
Et si on veut tirer des conclusions statistiques d'événements rares, ça devient extrêmement difficile, et ce n'est pas l'épidémiologiste qui me contredira. Alors ceci m'amène à une autre réflexion. On a parlé des accouchements à domicile, on a parlé de la comparaison entre les maternités de faible importance, les maternités plus importantes, et là encore, comment peut-on aboutir à des conclusions valables? Mortalité maternelle, 8 pour 100 000. Si on considère un établissement où il y a 300 accouchements par an, mais réfléchissez 2 minutes, vous pouvez tomber sur la tête pour essayer de défendre ça. Il faudrait que le chef de service vive un demi-siècle pour avoir une probabilité raisonnable de voir une mort maternelle. Donc on ne peut pas raisonner de cette manière, et pour les accouchements à domicile, c'est pareil. Je crois qu'il faut aborder le problème de manière différente, c'est-à-dire d'essayer de raisonner par le bon sens. Et le bon sens, c'est l'évidence, Dieu sait si c'est vrai en chirurgie, et c'est vrai également en gynécologie obstétrique. Plus on fait d'actes dans un domaine donné, meilleure est la qualité de cet acte. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, et on ne va pas rouvrir l'éternel débat sur la fermeture ou l'ouverture des petites maternités, mais pour moi, c'est, disons, la cause est entendue. Dans une maternité où il y a 300 accouchements par an, comment voulez-vous que le responsable de cette maternité garde une pratique suffisante pour, en cas d'apparition d'un événement rare, et une attitude correcte et salvatrice? C'est absolument impossible, c'est pas la peine de faire des statistiques, il suffit de réfléchir. Et je dis souvent que dans le monde actuel, ce qui est le pire, c'est la perte du bon sens. On veut tout prouver par des algorithmes, des statistiques, mais le bon sens a quand même encore droit au chapitre. Et ce que je viens de vous dire, c'est du bon sens. Un petit établissement ne peut pas réagir correctement en cas d'hémorragie de la vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a dit tout à l'heure, je crois que c'est Israël qui a dit que dans les petites maternités, dans la crèche, effectivement, le gynécologue obstétricien ne pouvait pas être à même de réagir. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. C'est dans ces petits établissements, ou même dans les établissements moins petits, les chirurgiens, malheureusement, sont encore souvent appelés pour faire, disons, porter remède à une hémorragie sévère de la délivrance. Donc, même si ça devient de plus en plus rare, je crois qu'il n'est pas inintéressant pour les chirurgiens d'avoir connaissance de ces différents éléments. Et ceci d'autant plus que dans l'analyse statistique des mortalités maternelles par hémorragie, une des causes essentielles, ce sont les césariennes. 80% des hémorragies mortelles, c'est au cours de césariennes. Enfin, le dernier point, il convient, même dans les grands établissements, de faire des exercices de simulation. C'est très à la mode, les exercices de simulation, et je crois que c'est une bonne chose. Et je pense également, je disais dans le temps, qu'il faudrait faire les exercices comme les pompiers pour s'habituer, disons, à garder la réactivité pour agir en cas d'hémorragie de la délivrance importante. Mais à l'heure actuelle, avec les méthodes de simulation, je crois qu'il est indispensable non plus de faire des exercices comme des pompiers, mais de faire des exercices de simulation sur la manière de réagir en cas d'hémorragie de la délivrance, parce que même dans les établissements plus importants, si, disons, cet entretien des réflexes à avoir n'est pas stimulé de manière régulière, on perd, disons, en réactivité et on perd en performance. En bon alsacien, je vais non seulement respecter mon temps de parole, mais je sais 1 minute 23 la discussion. Merci Jean-Marc. Alors, des questions? Oui. Vous nous avez montré l'existence de ce comité sur les morts maternelles, et en fait la question s'adresse à vous, mais également au docteur Desmeux. Vous avez édicté des recommandations, mais est-ce que la spécialité a mis en place des déclarations d'événements ou des
des analyses de cas, des RMM, enfin pour que dans les équipes, finalement, on améliore la coordination chirurgien-anesthésiste, ou qu'on développe les moyens de prévention, enfin qu'on anticipe un peu les cas, parce que finalement c'est sur le terrain, comme vous l'avez dit, que les choses se passent. C'est peut-être le président du collège qui va répondre. Alors, il y a deux aspects, je pense, sur lesquels on peut répondre. Il y a effectivement, la périnatalité est organisée en réseaux de santé périnatale, donc, qui sont des réseaux régionaux en général, mais à Paris, on s'efforce d'avoir maintenant un réseau parisien, mais c'est souvent un réseau départemental pour la petite couronne et la grande couronne, mais sinon ce sont des réseaux régionaux qui sont chargés justement de l'évaluation des pratiques, de l'harmonisation des pratiques et l'organisation des transferts. Au départ, c'était quand même ça, c'est-à-dire d'organiser la périnatalité autour d'une maternité de type 3 et de celle qui l'entoure. Et donc, au sein de ces réseaux, dont l'avancée et le fonctionnement sont encore assez hétérogènes sur le territoire, le thème de l'hémorragie a été un thème dont ils sont très vite emparés, à la fois pour avoir des protocoles, mais aussi pour avoir des RMM de réseaux sur ce thème-là. Donc, beaucoup de réseaux qui revoient les hémorragies sévères ou les morts maternelles par hémorragie, et qui sont heureusement rares, mais les hémorragies sévères, et qui analysent exactement les éléments que vous venez de citer, c'est-à-dire à la fois le contenu des soins, mais aussi la multidisciplinarité, et parce que, effectivement, et on le voit dans les quelques dossiers de mort maternelle, mais évidemment c'est encore plus fréquent quand on s'intéresse aux hémorragies sévères, on voit apparaître ces défauts de communication entre obstétricien et anesthésiste de façon flagrante. Donc effectivement, au niveau régional, au niveau local, les établissements le font également. Et puis en termes d'événements indésirables, les ARS maintenant ont mis en place de façon plus insistante l'obligation de déclarer les événements indésirables graves, et la mort maternelle en fait partie. Mais alors, là, comme vous le savez, les ARS font parfois leur démarche dans une perspective un peu plus inquisitrice que l'ambiance habituelle de l'évaluation des pratiques. Et donc, c'est selon l'ambiance dans chaque ARS, c'est parfois reçu de façon, moi je trouve, plutôt négative. Et donc, voilà, ce sont deux démarches parallèles. Vous avez dit deux choses importantes, je voudrais en ajouter une troisième et une quatrième. La première, vous l'avez souligné, je crois qu'elle est très importante, c'est que le fonctionnement des réseaux est très inégal. Oui. Il y en a qui fonctionnent de manière remarquable et d'autres qui fonctionnent de manière plus qu'aérienne. Le deuxième élément, vous avez souligné à juste titre l'esprit trop souvent accusateur des ARS, et ça, je crois, l'expérience des pilotes qu'on cite de manière éternelle, à mon avis, est un bon exemple. Si on veut faire progresser les choses, il faut analyser les cas, mais il ne faut pas accuser. À partir du moment où l'analyse devient une démarche accusatrice, les ARS, comme vous dites, risquent fort d'aller dans cette direction, on perd en efficacité. Il faut analyser, il ne faut pas gronder. Il y a deux éléments supplémentaires. Il y a l'analyse des presque accidents, qui est en train de monter en force dans les réseaux qui fonctionnent bien. On n'attend pas de faire la RMM des vrais pépins, mais l'analyse des presque accidents. Et il y a pratiquement dans tous les CHU beaucoup d'entraînements, de simulations, et il y a des simulations de plus en plus élaborées de l'hémorragie de la délivrance, avec pas mal de logiciels éducationnels sur où on peut s'entraîner tout seul, sur la vitesse, la bonne réaction, etc. Donc ce que disait Gérard sur les exercices de simulation est maintenant mis en œuvre par des logiciels et par de l'entraînement sur mannequin. Puis on peut ajouter qu'il y a des recommandations de bonne pratique dont on nous parlait tout à l'heure Israël Misan, et qui sont la Bible. On est obligé de s'y référer, on est obligé de s'y conformer. Je voudrais rebondir parce qu'on a la même chose, si vous voulez, pour les simulations. Je me tourne peut-être vers le livre en plus sur le fond. Le grand problème des exercices de simulation, autant les RMM doivent être faits sans stress, prudence, sans accréditer. Le problème de l'hémorragie de la délivrance, c'est l'angoisse. Moi, ce que j'ai vécu dans les hémorragies de la délivrance quand j'arrive, c'est qu'on n'est plus dans la simulation. La simulation, tout est bien en simulation. Ça peut saigner, mais ça ne meurt pas. Et moi, ce que j'ai senti, si vous voulez, dans les salles d'accouchement, quand j'ai été pour les hémorragies de la délivrance, du postpartum, pour parler plus moderne, c'est une espèce d'angoisse où les gens perdent leurs moyens,
Et donc je pense, mais je dis que ça commence à exister, c'est qu'il existe maintenant des simulations où carrément on vous met une espèce d'angoisse sur le dos, ça va vous tomber sur la tête, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer comme angoisse, parce que le problème de la simulation, je vois pour les étudiants, à la limite on s'en fout. Je vois même, j'ai assisté à plusieurs démonstrations, même sur l'animal, où à la limite ils s'en foutent si l'animal meurt. Moi j'ai fait des anastomoses aortiques chez le porc, où les étudiants, si ça ne va pas, ça se met saigner, bon finalement on nous dira. Donc c'est difficile cette simulation dans cette situation de stress, parce que c'est vraiment le stress qui est les obstétriciens. En plus se met dessus, en plus le médico-légal qui est quand même absolument à la fois formidable, mais à la fois très très angoissant pour le jeune obstétricien, pour l'obstétricien en général. Je ne sais pas comment gérer cette simulation. Je vais juste signaler qu'aux Pays-Bas, ils font... Ils font des stress avec le fusil ici. Non, ils font... Ils engagent une comédienne, et donc il y a une équipe dirigeante qui sait qu'à un moment il va y avoir un faux événement qui va survenir, mais personne ne le sait, et donc à un moment il déclenche, il y a une hémorragie saltante, c'est pas vrai, et donc on voit comment quelqu'un réagit. Mais j'ai vu ça, effectivement, dans un laboratoire expérimental, et c'était pour la réanimation, où là il y a carrément un jury. Le réanimateur passe son examen, et le mannequin fait un arrêt cardiaque. Je peux vous dire que le gars, il est comme en train de passer un examen. Si le mannequin ne réagit pas dans les 5 minutes, il a tous ses supérieurs hiérarchiques qui sont au-dessus. Ça, c'est de la stimulation. Donc, si vous faites ces exercices de stimulation, j'aimerais que M. Lévy soit dans la salle, et si le type il n'arrive pas à arrêter son hémorragie de la délivrance, il va en prendre pour... Non, mais vous avez tout à fait raison, on ne peut pas tout simuler. Mais la simulation peut quand même entraîner à avoir les bons réflexes. Alors ce facteur d'angoisse et d'anxiété que vous parlez, Dieu sait si je le connais par cœur, je dis toujours qu'une hémorragie de la délivrance, on vide ses souvenirs, au sens propre du terme. Donc ça, on ne peut pas le simuler. Mais disons que si on entraîne les gens déjà à avoir les bons gestes et les bons réflexes, c'est pas parfait, mais c'est infiniment mieux que rien. Parce que si vous voulez, pour la délivrance, c'est pas une difficulté de l'apprentissage du geste. C'est le faire bon au bon moment et dans de bonnes conditions. C'est pas un geste vraiment difficile, mais c'est qu'au moment où on le fait, on voit bien la main. Moi, j'ai vu la main de la chirurgienne obstétricienne. Non, mais vous avez raison, monsieur, mais quand je dis apprentissage du geste, j'ai insisté sur la nécessité de la coordination des équipes. Il y a quand même là tout un système à mettre en place où la simulation peut favoriser les choses. Ne dis pas que ça résout tout, et c'est vrai dans tous les domaines, maintenant on peut faire tout sur simulation, et c'est pas vrai. Disons que dans d'autres domaines, la simulation, il n'y a pas de personne malade qui réagit, donc on a une simulation aseptisée qui ne correspond pas du tout à la réalité, c'est sûr. Il y a des caractéristiques génétiques des obstétriciens qui peuvent être très différentes. Il y a des traqueurs, et il y a des gens particulièrement sereins. Je suis complètement persuadé, sans en avoir fait l'étude, que les sereins ont moins de complications parce que leurs équipes sont plus sereines, ils vont tout aussi vite, et ça, malheureusement, ça ne peut pas se changer. Un tracker va augmenter les décharges d'adrénaline de toute son équipe et avoir une équipe moins performante. Et ça, je pense que ça a un peu été en dessous des radars de nos formations. Mais tout à l'heure, j'évoquais la recertification. C'est un excellent domaine. De mettre quelqu'un sur un logiciel et de voir s'il connaît les derniers moyens, la tranxénamique, les derniers moyens sur l'hémorragie de la délivrance, et la manière à laquelle il réagit à un événement qui est programmé pour survenir de manière inopinée, ça pourrait être un très bon moyen pour savoir si on lui redonne son diplôme ou si on le laisse un peu en carafe avec obligation d'aller refaire un stage quelque part. Tu as raison, Israël, mais dans le cadre de l'hémorragie de la délivrance, celui qui reste serein est quand même un oiseau rare. Pour revenir sur la remarque de Richard, je pense qu'il y a 2 points importants. La coordination des équipes diminue le stress. C'est une équipe et c'est Pierre Bonhomme seul qui prend la décision. Et puis, on a assisté l'autre jour à une communication où le recours à l'ami, quel que soit l'ami, est important aussi. Donc je crois que le fait de ne pas être seul dans ces conditions-là est un facteur absolument essentiel, en dehors des génétiques de l'obstétricien. On ne peut pas changer. Je voudrais profiter de la minute que tu nous as donnée. Gérard, c'est pas fini, tu nous as donné 1 minute de rap, j'en profite pour parler du bon sens. Tu nous as dit le bon sens, d'accord. Mais le bon sens, il n'est pas que des amis. Et tu sais très bien, toi, en particulier, je n'insisterai pas, que partout où il y a des députés, il y a des maires. Et que ces députés-maires refusent absolument de fermer leur maternité pour un risque mortel qui viendrait de leur siècle. Et ils les influencent énormément via leur hiérarchie les décisions de l'ARS.
Et combien de fois ai-je vu, enfin combien de fois, n'exagérons pas, mais des petites maternités, des petits hôpitaux, des restructurations de services entre hôpitaux voisins qui n'ont pas été faits pour des raisons de pression politique des maires ou et ça, c'est pire que tout. C'est quand le bon sens confie nos conflits d'intérêts. On connaît ça par comme, ce inspecteur.